Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. La tempête s'est levée depuis plusieurs jours. Le 17 avril, il faut se décider à ravitailler dans les pires conditions de mer. Le lendemain, 18 avril, l'hydravion qui rentre de patrouille est porteur de nouvelles préoccupantes. 2 navires japonais s'approchent. Ils ont déjà sans doute aperçu la flotte et donné l'alarme par radio. On est encore loin de Tokyo, mais il est trop tard pour faire marche arrière. Doolittle donne l'ordre de prendre l'air en urgence. Il décolle le premier. Vitesse à fond face au vent qui souffle en rafale, les 16 bombardiers tentent de s'arracher tant bien que mal du pont d'envol. Certains perdent de l'altitude à toucher les vagues. Ce contretemps leur impose 300 km de vol supplémentaires. Ils n'auront pas assez de carburant pour aller se poser jusqu'en Chine. On leur souhaite bonne chance. 3 heures plus tard, ils largueront leurs bombes sur Tokyo avant d'être contraints de sauter en parachute. 4 d'entre eux, capturés par les Japonais, seront décapités. Des bombes qui redonnent confiance à l'Amérique, mais qui lui rappellent que plus personne n'est à l'abri des attaques aériennes. La côte de Californie et ses usines aéronautiques sont les premières menacées. Les autorités locales mettent en place des équipes de protection civile. 6000 femmes sont mobilisées pour surveiller le ciel. Les médias coopèrent. Ils ont retiré les bulletins météo des programmes et tout ce qui pourrait apporter des informations à l'ennemi. 3 millions d'Américaines se portent volontaires dans la Croix-Rouge. Elles collectent le sang ou confectionnent des pansements dans l'attente des premiers bombardements. À Washington, le gouvernement construit des abris. Il installe des sirènes en haut des immeubles, ordonne le blackout. Chacun doit camoufler ses sources de lumière. Il est conseillé de faire des provisions de sable en cas de bombardements incendiaires. Les archives nationales ont même placé la déclaration d'indépendance à l'abri dans un coffre blindé de Fort Knox. Les cartes de rationnement sont apparues aussi vite que les biens de consommation ont disparu. Tout ce qui est nécessaire à l'armée est en voie de raréfaction. Sur les routes, chacun doit respecter le 55 km/h, la vitesse de la victoire. Elle permet d'économiser les pneus et l'essence pour les militaires. Les civils, eux, doivent se débrouiller avec moins d'1 plein par mois. Une vingtaine de produits quotidiens sont contingentés. On commence à parler de marché noir. La soie et le nylon sont destinés aux parachutes. La mode se fait plus courte pour économiser le tissu. Les cigarettes sont rares, le film amateur aussi. Le Kodachrome est réservé aux militaires qui tournent dans le Pacifique, comme John Ford à Midway. Dans une guerre aéronavale, les îles sont les porte-avions les plus fiables. Elles sont insubmersibles. Chaque camp les convoite. C'est le cas de Midway. D'autant que cet atoll, situé comme son nom l'indique, à mi-chemin entre l'Asie et l'Amérique, permet de contrôler le cœur du Pacifique. À la fin du printemps 1942, les hydravions basés à Midway enchaînent les patrouilles au large. Les Américains sont convaincus qu'une attaque est imminente. Le 3 juin, un hydravion surprend la flotte impériale japonaise qui progresse droit sur l'île. Brusquement, 108 appareils venus des porte-avions japonais envahissent le ciel de Midway et commencent à larguer leurs bombes.
Ce qu'ignore l'amirauté japonaise qui a lancé ce raid, c'est que les Américains lui ont tendu un piège. Ils ont percé ses codes secrets, ils connaissent ses intentions. Les Américains qui anticipent tous les mouvements des navires nippons se préparent à les attaquer de l'autre côté de l'horizon. Les porte-avions américains embusqués à proximité de Midway lâchent leurs avions à l'assaut de la flotte impériale japonaise. Sur l'île, l'hôpital est en flammes. Les dépôts de carburant ont explosé, la base est en ruine, mais l'objectif principal des Japonais, l'aérodrome, est intact. L'aviation impériale est rentrée sur ses porte-avions, faire le plein de bombes. Les défenseurs guettent son retour d'un instant à l'autre. John Ford a abandonné son équipe qui tourne ces images. Il a été blessé lors de l'attaque et perdra l'usage d'un œil. En mer, les pilotes américains ont retrouvé l'armada japonaise et porté un coup d'arrêt à son offensive en coulant des dizaines de navires et 3 porte-avions. Alors qu'ils font demi-tour, un 4e porte-avions japonais, le Hiryu, lance ses bombardiers à leur poursuite. Les Japonais retrouvent la flotte américaine et tentent de renverser le cours de la bataille. Les Américains ont perdu 150 avions. De nombreux pilotes sont portés disparus. Ceux qui ont été abattus à proximité de l'île sont localisés rapidement. Pour les autres, il faut fouiller l'océan. Pendant des semaines, des hydravions patrouillent, de l'aube à la tombée de la nuit. La majorité des disparus ne sera jamais retrouvée. Certains ont la chance d'être récupérés après 8 jours, d'autres 9. 11 jours pour ce pilote. 13 jours pour celui-ci. Depuis Pearl Harbor, l'Amérique craint les espions, la 5e colonne, le coup de poignard dans le dos. Les traîtres sont tous désignés. Des voix se sont élevées pour demander que les Japonais soient arrêtés et emprisonnés. Roosevelt ordonne qu'ils soient éloignés de la côte ouest. Le 7 avril 1942, on demande à tous les Japonais de San Francisco d'avoir quitté la ville avant midi. On leur a demandé de faire leurs valises, mais de n'emporter ni ciseaux, ni radio, ni rasoir. Tout leur sera fourni. 110 000 Japonais sont ainsi déplacés dans des camps, au Colorado, dans l'Arkansas, au Wyoming, dans des régions inhabitées, loin des zones sensibles. La mesure touche tous les citoyens américains d'origine nippone, même ceux qui sont nés et ont grandi aux États-Unis. Le représentant du Mississippi au Congrès, John Rankin, déclare « Un Japonais sera toujours un Japonais, quoi qu'on fasse. On ne peut pas plus le changer qu'on ne peut inverser les lois de la nature. » Un journal d'Honolulu ira jusqu'à prétendre que les paysans japonais d'Hawaï orientaient leurs tomates de façon à ce qu'elles désignent aux pilotes nippons leur objectif à Pearl Harbor. À la fin de l'été 42, de jeunes recrues s'entraînent dans le Pacifique. Ils répètent des manœuvres de débarquement.
Certains vont rejoindre Guadalcanal, qui résiste désespérément, d'autres, la Nouvelle-Bretagne, Bornéo. La conduite des opérations amphibies est maintenant au point. Il a fallu complètement réinventer la guerre et l'armement dans ces conditions si particulières entre la mer et le climat tropical. La jungle est un milieu naturellement hostile, c'est un terrain idéal pour les guet-apens. Rien n'est fait pour rassurer ces jeunes recrues. Ils ont le sentiment d'être observés sans cesse par d'invisibles regards. Les chiens les aident à débusquer les tireurs d'élite japonais dissimulés dans les arbres. La hantise des soldats, ce sont les patrouilles dans la jungle. Ces missions destinées à ramener des informations du territoire ennemi. La tension devient vite épuisante. Le moindre cri, la chute d'un bois mort font sursauter. Les soldats inexpérimentés répondent par des jets de grenades, à tout hasard. On risque à chaque instant d'être repéré, de s'égarer. On risque aussi d'être pris par erreur pour cible par les siens au retour vers ces lignes. En quelques jours, tous sont marqués. Les nuits sans sommeil, la dysenterie use les hommes. Le paludisme fait plus de victimes que les Japonais. Hiver 1943. Des tempêtes de neige paralysent l'est du pays. Les restrictions s'étendent à de nouveaux produits. Mardi et vendredi sont désormais jours sans viande. Dans les journaux, les nouvelles ne sont pas réconfortantes. L'offensive piétine. La Navy est à court de navires pour ravitailler les troupes du Pacifique Sud. Ceux qui s'étaient persuadés que la guerre serait brève n'en finissent pas de déchanter. À Washington, Roosevelt reste confiant. Le président est penché avec l'état-major sur les cartes du Pacifique. MacArthur lui a promis de reprendre les Philippines. Nimitz lui assure qu'il va reconquérir les archipels qui barrent la route du Japon. À la conférence de Casablanca, Roosevelt fait part des projets de son état-major à Churchill. Il le convainc d'imposer une reddition sans condition au Japon et à l'Allemagne. Aucune négociation ne sera donc possible. Les soldats américains comprennent qu'il faudra se battre jusqu'à Tokyo.